avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Cécilia. Vous la connaissez peut-être sous son pseudonyme d'illustratrice Sévanie. Eh bien en fait, elle sort une BD le 9 février 2022 aux éditions Le Duc, une BD sur le burn-out maternel. Une BD dont le titre est Maman, 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 que j'ai eu le plaisir et l'honneur de lire il y a quelques temps, justement pour préparer cet épisode. Et je vous précise aussi que Cécilia avait, elle, accès à la version numérique de mon livre qui est paru en janvier, justement parce que l'idée c'était aussi à un moment dans l'épisode d'échanger sur les interactions possibles entre ce vécu de burn-out et comment est-ce qu'on peut impliquer les pairs sur le sujet. Donc ne soyez pas étonnés si à un moment dans l'épisode, nous parlons comme ça de nos travails respectifs pour les mettre un petit peu en parallèle. Dans cette BD que j'ai trouvée poignante, que j'ai trouvée vraiment très très intéressante et surtout qui ouvre une perspective de compréhension du sujet pour le lecteur ou la lectrice, eh bien Cécilia aborde au travers de son personnage Maddy le sujet donc du burn-out maternel, de la pression sociale sur les mères, de la pression personnelle qu'elles peuvent se mettre aussi, du besoin de soutien qui n'est malheureusement pas toujours présent, le rôle du père bien sûr et du coparent, et aussi entre autres le sujet des réseaux sociaux et du rôle qu'ils peuvent jouer sur la pression mise sur les mères. Il y a d'autres sujets aussi. Nous vous laissons le soin de découvrir l'épisode et la bande dessinée que je vous recommande encore une fois chaudement. Alors vous verrez aussi que nous partons dans certaines digressions. J'ai fait le choix de les laisser parce que j'ai passé un excellent moment en discutant avec Cécilia et je trouvais dommage de ne pas partager nos réflexions, même si on s'éloigne un petit peu du sujet de la bande dessinée. J'ai trouvé ça très intéressant en fait de vous les laisser telles quelles. Donc j'espère que cela vous conviendra aussi. En tout cas, vous entendrez qu'on a vraiment passé un très bon moment. Je remercie beaucoup Cécilia pour son accueil chez elle, pour le temps qu'elle m'a accordé et surtout pour son travail qui vise à sensibiliser sur des sujets importants. La première question que je vais lui poser, c'est comment lui est venue cette idée de bande dessinée. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pam. Très bonne question, directe comme ça, ok. Allons-y. Eh ben, je sais pas exactement à quel moment vraiment ça a commencé. Je pense que quand je me suis mise à mon compte pour dessiner, forcément, je parlais de ma vie. Et petit à petit, les projets ont grandi, les envies ont grandi. Et tu vois, je me sentais pas du tout capable de faire une BD. C'était pas du tout un projet. Et je suis partie... Attends, juste, des fois, je pars très loin derrière pour revenir. T'inquiète, c'est ok. Et je suis partie faire un tour au festival de la BD d'Angoulême. Et là, j'ai découvert qu'il y avait de la place pour tout le monde en BD, qu'il y avait tous les styles possibles, que vraiment, tout était possible. Et là, je me suis dit, ok, peut-être que... Et l'idée a germé un petit peu dans ma tête. C'est assez naturellement à ce moment-là que je me suis posé la question de quoi je voulais parler. Et j'ai plus de facilité à travailler dans des thèmes qui me parlent, qui sont forts. Et forcément, moi, j'ai vécu des choses un petit peu difficiles et je me suis dit, pourquoi pas les mettre en avant. J'avais besoin de donner du sens à mon travail, donc j'ai été chercher dans mes expériences et de me dire là, comment je me sers de mon activité pour faire passer les messages. Moi, ce que je comprends, tu me dis si je me trompe, c'est que tu as besoin que ça fasse sens pour toi, en tout cas. Est-ce que tu as besoin d'avoir un lien avec ce que tu produis ? Toujours, Tu vraiment. vois ? Tous les projets naissent d'une expérience, d'une inspiration, de ma vie personnelle ou de ce que je vois, en fait. Mm-hmm. Donc, toujours. Et donc là, c'est tiré de ta vie personnelle ? Ouais, c'est tiré de ma vie personnelle et c'est très délicat parce qu'en fait, c'est une mise à nu. Donc, Okay. Je me sens hyper vulnérable en proposant cette BD et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'aller chercher des témoignages, déjà pour venir nourrir mon propos, pour amener aussi peut-être des choses que j'avais pas vues parce que ce que je vis, c'est un burn-out maternel. Mm-hmm. Et pour voir si ça correspondait à d'autres expériences, j'ai été chercher des témoignages. Je m'en suis inspirée. J'ai eu besoin aussi d'inventer une histoire pour... alors, c'est mon histoire, mais c'est assez romancé quand même. Pour aussi venir parfois proposer des pistes, tu vois, des choses qui ne sont pas arrivées forcément dans ma vie, de me dire, ça, j'ai envie de l'amener. Tac, je mets une scène et voilà. Et j'ai eu besoin que Maddy soit blonde alors que je suis brune, par exemple. Oui. C'est une manière de m'en détacher. Voilà, et de dire comme ça, vous ne savez pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui me concerne pas.
Donc c'est moi, mais c'est pas moi. Toi, t'as quand même 4 enfants. J'ai 4 enfants. Voilà, c'est quand même quelque chose que je pense qu'il faut Ouais. mesurer dans le sens en termes de charge. Mais Mais, je n'ai pas fait un burn-out avec 4 enfants. C'est plus facile pour moi avec 4 enfants qu'à l'époque avec 2 et 3. ok, c'est super intéressant. Donc ça, faut le savoir. Et c'était aussi une volonté dans la BD de ne pas mettre une famille nombreuse. Ouais. Parce qu'en fait, à mon sens, en tout cas dans ma vie, c'était pas du tout en lien. Toi, le déclic, ça s'est vraiment passé à 2 enfants? Le deuxième enfant, ça a été une tornade. Ouais. Mais je bénis cette tornade, hein, vraiment, ça a été... j'en suis sortie grandie, vraiment. C'est-à-dire? Alors, c'était très dur. J'ai eu la tête dans le guidon pendant très longtemps. Et d'ailleurs, je ne savais pas ce que je vivais. C'est très longtemps après que j'ai compris ce que je vivais. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le besoin d'en faire une BD. En Ok. tout cas, d'en faire un thème. Mais j'étais en mode survie, tout le temps. Survivre. Et ça m'a poussée dans mes retranchements les plus profonds. Vraiment, ça a été terrible, terriblement dur. Mais ça m'a permis d'apprendre à lâcher prise, de me dire que je suis pas parfaite, c'est ok, et de déconstruire beaucoup de choses en fait. Parce que t'avais vraiment ce sentiment qu'il fallait être parfaite? J'avais vraiment ce sentiment que mon enfant méritait le mieux possible. Et moi, je me disais, il faut Ok. que je l'aime tellement fort, cet enfant, Ouais. que je vais tout lui donner. Au-delà de tout ce que je peux faire, on y va, quoi. Sauf Ok. qu'en fait, si toi, tu n'as pas les ressources pour prendre soin de toi, comment tu peux prendre soin de quelqu'un d'autre? Il y a un moment, c'est terrible. Ça, c'est une conclusion. C'est une conclusion. Ouais, ça, c'est Comment- après. comment t'en arrives là? C'est ce que j'ai. Comment tu pars de j'ai un premier enfant, je fais tout, et puis il y a un deuxième enfant qui arrive, et puis il y en a d'autres après, mais à quel moment, c'est quoi ce chemin qui s'est passé pour que tu arrives à te dire, ok, pour pouvoir donner à mes enfants, il faut d'abord que je donne à moi-même, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un premier enfant qui a été mais d'une facilité incroyable. Et on le dit en rigolant, mais c'était un bébé meuble. Tu le prenais, tu le posais, il ne bougeait pas, il faisait partie des meubles. Et c'était incroyable, un bébé d'un calme, qui pleurait presque pas, qui était vraiment très apaisé, avec peut-être des besoins moins intenses que d'autres enfants. Donc en fait, j'ai commencé ma maternité avec une vision facile. Voilà, c'est ça la maternité. Oh, c'est que ça. Pourquoi l'autre, elle galère? Pourquoi? Donc en plus, peut-être même jugeante et très maladroite, très certainement. Et j'ai eu un deuxième enfant et là, j'ai compris. J'ai compris que peut-être que c'était pas le parent, parce que j'ai dû juger des situations. Peut-être que c'était pas la manière d'éduquer l'enfant ou d'élever l'enfant ou de l'accompagner. Et peut-être qu'il y avait plein de paramètres, la fatigue, les problèmes de l'enfant. Moi, pour le coup, il avait un reflux. Mhm. Donc on a passé les premiers mois. Mon bébé pleurait tout le temps. Je ne pouvais pas le poser pour aller aux toilettes. Et je devais dormir assise et lui sur moi. Et on a passé quelques semaines dans une espèce d'errance médicale. Parce que reflux interne, personne ne voulait le voir. Moi, je leur disais, mon bébé a un problème, s'il vous plaît. Et jusqu'à ce que ça soit pris en charge. Donc moi, j'avais tout le temps un bébé qui pleurait dans ma... Enfin, vraiment, le truc de la tête qui explose, c'était ça. Et je suis passée d'un enfant très... je dis facile, mais c'est pas vraiment ce que je veux... Enfin, il n'y a pas d'enfant... Dis-le avec tes mots, t'inquiète. Ouais, voilà, tu vois, il y a un enfant qui a été plus facile à s'occuper pour moi, et mon deuxième a été plus intense. Voilà, intense, c'est le mot. Et j'étais pas prête, en fait. Pour moi, c'est cool, les bébés. Et Ils ont combien d'écart, tes enfants? ils ont 3 ans. Les 2 premiers ont 3 ans. Les 2 premiers ont ouais, 3 tu vois, ans. donc c'est même pas très rapproché, quoi. Non, c'était le bon moment, vraiment. Ouais. Et ensuite, les 2 et 3 ont 2 ans. Ouais. Et là, en fait, je me suis enfoncée dans le burn-out. C'est-à-dire que mon premier était très intense et on a terminé l'allaitement à 1 an. Et il a commencé à... en même temps qu'on a terminé l'allaitement, il était très autonome, il a marché très tôt à 9 mois, tu vois. Ah ouais. Il était très demandeur, mais par ailleurs, il était très, très autonome. Donc tu vois, c'est ce truc aussi où on te dit les enfants qui sont tout le temps portés, tout le temps allaités... Non, pas du tout. Mon fils a été allaité plus, porté plus. Je ne le posais pas, donc voilà. Et pour autant, à 9 mois, il marchait. Hein. Mhm. Et donc, ça nous a fait comme une espèce de calme où on s'est dit, du répit. Et on s'est dit, et si on faisait un 3e enfant? Allez. Lol. Sauf que ça n'a duré qu'1 mois. Et après, on s'est dit, en fait, non. Et en fait, j'étais déjà enceinte. Aïe. Ok. Enfin, Donc, aïe. Ouais, oui. Aïe, pour le coup, quoi. Parce que en fait, c'est pas l'envie du 3e enfant qui était remise en question, mais c'était les conditions de son arrivée. Ouais, c'était l'équilibre familial où on Ouais. s'est dit, en fait, c'est compliqué.
Et je suis tombée enceinte très vite, très très vite. Et du coup, ils ont 20 mois d'écart. Ok, ouais. Et il y a beaucoup de jalousie entre eux deux, justement du deuxième envers le troisième. Donc il a fallu gérer ça aussi. Et 3 garçons, une vie en appart, des allers-retours à l'école tout le temps et un rythme terrible. Je ne dormais pas la nuit parce que quand c'était pas un enfant, c'était l'autre. Ouais. Mon troisième était moins intense que le premier, mais pour autant, j'avais quand même 3 enfants à gérer, tu vois. Donc c'était beaucoup. Et là, c'est vraiment à la fin, je me disais, mais on va appeler les services sociaux, en fait. Ils vont prendre mes enfants. C'est pas possible, parce que je me mettais à crier, tu vois. J'avais cette sensation d'exploser, quoi. J'étais plus moi-même. Et je me suis dit, ils vont appeler les services sociaux. Et finalement, ce qui m'a sauvée, c'est qu'on a déménagé en maison. Et ça semble être rien, mais tout de suite, on a eu de l'espace. Tout de suite, ça a été les enfants à la cantine. Le bus qui les récupérait le matin devant chez moi. Donc en fait, ça m'a allégée d'une charge d'organisation de la maison. Et là, j'ai repris souffle, en fait. J'ai repris de l'air. Et t'as fait un 4e? Et j'ai fait j'ai fait un 4e. C'est n'importe quoi. Et là, on s'est dit, mais elle est bien grande, cette maison, quand même. C'est dingue. C'est ouf, hein. Et on ferait bien un enfant. Et alors après, ça a été un processus un peu différent parce qu'on s'est posé la question aussi. Après 3 garçons, on veut un enfant ou on veut une fille? Et pour moi, c'était très important de ne pas vouloir une fille, mais de vouloir un enfant. Mmh. Parce que mon mari ils sont 4 frères. On avait 3 garçons. Donc fallait vraiment fallait un enfant. Et cette petite 4e, qui finalement est une fille, est venue apaiser tout le monde, étrangement. Et D'accord. à 4, on a trouvé l'équilibre. C'est vraiment... c'est venu équilibrer. C'est chouette, ça. C'est génial. Et tu allais mieux avant la naissance de ta 4e? Oui. Ouais, oui. C'était déjà quelque chose qui était réglé, le burn-out C'est vraiment le passage à la maison qui a... Ça nous a changé la vie. Qui a fini. Okay. Ouais, parce que de l'espace, et tu sais, quand t'es dans des espaces qui sont plutôt petits, ça devient vite très bruyant. Ouais. Et puis, on n'avait pas... les enfants ont besoin de sortir, c'est une réalité. Et toi, quand t'es épuisé, que t'as pas dormi, les sortir, ça te fait une mission. Faut préparer un sac, faut préparer le goûter, faut les gérer dans la rue, faut les compter, faut faire attention aux voitures. Et tout ça, c'est terrible. Et là, en fait, je pouvais les mettre dans le jardin quand eux, ils en avaient besoin, même si moi, à ce moment-là, j'en étais pas capable... si j'étais pas capable de les sortir, tu vois. Puis ils avaient une certaine autonomie aussi, tu vois. Ils avaient une certaine mettre leurs chaussures tout seul et tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, chacun pouvait évoluer à son rythme et j'étais pas constamment obligée d'être au rythme des enfants parce que là, il faut les sortir. C'est un besoin, quoi, de bouger, T'as vraiment cette sensation que t'as subi, pour le coup, ce rythme pendant des années, quoi? Je m'en suis rendu compte après. Ok. Parce que sur le coup, en fait, t'as pas du tout le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et après, en fait, c'est comme si je me suis posée, j'ai regardé derrière, j'ai fait waouh, je reviens de loin là quand même. Et j'ai pas compris. Et en fait, tu vois, parce qu'on parle souvent en ce moment de la dépression postpartum, et c'est très bien, c'est hyper important qu'on le mette en avant. Mais je trouve que c'est quand même assez différent avec le burn-out. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie malheureuse. Ouais. Je me suis même pas posé la question de savoir si j'étais malheureuse d'avoir mes enfants et tout. Vraiment, je vais aller loin, mais je me sentais pleinement épanouie. Je me sentais à ma place. Ouais. Je me sentais pas du tout en décalage ou triste ou... Dans un rôle très sacrificiel quand même. Oui, mais à l'époque, tu me demandais, je te disais pas que je me sacrifiais. Ouais. Pas du tout. J'étais à fond, à 3000% dans ma maternité. Et je me suis posé une question récemment. Je me suis dit, avec le recul, si maintenant je redevais avoir une 4e ou un 5e, étant consciente de tout ça, le fait de prendre soin de soi, tout ça, est-ce que je serais capable de faire différemment? Eh ben, tu sais quoi, je suis même pas sûre. Mais tu sais, dans mon podcast, il y a une question que pour le coup je te poserai pas, qui est souvent, je dis aux gens en fin d'épisode, qu'est-ce que tu dirais à toi il y a des années avant de devenir parent? Et bien souvent les gens me donnent une réponse et après je leur dis, est-ce que tu t'écouterais? Ils me disent, non, je crois pas. Et ça montre bien aussi, ce que je veux faire ressortir avec cette question, c'est que souvent quand on regarde notre parcours, on a tendance à se juger, à se dire qu'on était trop bête, pas assez ceci, trop cela. Et c'est de bien comprendre que ce parcours, c'est aussi ce qui fait ce qu'on est devenu. Exactement. Et que peut-être qu'il y a des manières d'accompagner, mais qui sont au-delà de l'individu, tu vois, et qui sont plus dans la société. Et que toi aussi, tu collais, je pense, à une image qu'on peut se faire de la mère et de la maternité. Complètement. Et je vais revenir un petit peu sur tes débuts de maman et sur justement le contenu de ta BD. Il y a, donc ton héroïne Maddy. Oui. Qui est maman, qui a un 2e enfant.
Apparemment, sa vie de mère était merveilleuse avec un seul enfant. Oui. Ok. Elle a son deuxième enfant et tout se complique. D'accord. Ouais. Et puis il y a les pleurs, et puis c'est plus difficile, et puis il y a la surcharge. Et je voudrais juste ouvrir cette parenthèse sur les réseaux sociaux. Ouais. Gros D'accord. sujet pour moi. Que tu renommes dans la BD sans trop spoiler par Festagram. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, toi, qui t'a poussé à avoir un modèle de maternité, pour le coup, sacrificielle et parfaite? Alors, j'ai eu plusieurs temps de réflexion quand j'ai fait cette BD. Il y a eu le avant, le pendant et le après. Donc, sur le après, maintenant, je me rends compte finalement que ça a été peut-être même un peu thérapeutique. Ça m'a permis de comprendre que finalement, il n'y avait pas qu'un facteur qui m'a envoyé dans ce burn-out. Il y a beaucoup de choses. Par contre, j'ai eu différentes étapes. J'ai été très en colère contre toute la sphère maternante, mais vraiment en colère. Hein. Enfin, on en avait déjà parlé, tu sais. Oui. J'avais une espèce de haine contre ces... C'est là où tu as commencé à jouer à Call of Duty ou... Exactement. Et vraiment, ça me mettait en colère. J'ai été en colère longtemps contre mon mari aussi. Alors, je vais revenir sur les réseaux sociaux, mais c'est lui un jour qui m'a dit, quand j'ai commencé la BD, que je lui ai fait lire les premières planches, il m'a dit, mais est-ce qu'en fait, tu vas tout me mettre sur le dos tout le long de la BD? Et je lui dis, bah oui. Bien sûr que oui, puisque c'est de ta faute. On y reviendra après. On y reviendra après. Mais en fait, là, on a eu une super discussion hyper intéressante. Tu vois, c'était pendant le confinement, donc en plus, on était amenés à être vraiment tout le temps ensemble et à rediscuter de toute la charge de travail, la charge mentale. Et ça m'a permis de prendre conscience qu'il y avait d'autres facteurs, tout simplement. Et donc, pour en revenir aux réseaux sociaux, moi, en tant que jeune maman, j'avais besoin d'aller chercher des informations. Tu sais, t'es tout le temps sur... À l'époque, c'était les forums. Moi, j'ai commencé à être maman au tout début de Facebook. Donc, les groupes Facebook aussi, il y avait beaucoup ça. Et donc, on cherchait les infos. Et je me suis assez rapidement retrouvée dans le maternage. Moi, j'ai été élevée dans une famille où allaiter, en tout cas, c'est la norme. On va plutôt te regarder si je n'allaite pas. Cool. Ma mère a co-allaité, elle a allaité ma cousine pendant que ma tante travaillait. Enfin, tu vois, chez nous, on materne. Ouais. Ah oui, c'est pas... On rigole pas. Clairement... Ouais, mais on rigole pas. Tu vois, faire du co-allaitement et tout, c'est quand même une structure... Puis allaiter d'autres enfants, en fait. Pour moi, c'est tout à fait naturel. C'est vraiment la nourrice, quoi. C'est génial. C'est trop bien. Et tous les bébés ont été portés. Chez nous, on est maternage plus. Donc, en plus, c'est aussi peut-être un univers dans lequel j'ai grandi, une pression. Et la pression d'être aussi bien que tes parents. Parce qu'on parle souvent des parents qui sont défaillants. Mais comment tu fais quand tu as un parent que tu admires, en fait, pour être au même niveau? Tu fais une thérapie avant d'être parent. Tu fais une thérapie, ouais. Ça peut être pas mal. Et donc, voilà, le maternage, pour moi, c'était une évidence. Et donc, je me suis beaucoup nourrie de livres, de forums, de réseaux sociaux. Donc, je parle de Facebook, mais maintenant, ça a basculé sur Instagram. Je trouve que c'est beaucoup plus sur Instagram. Et j'ai trouvé des nanas super, mais... j'ai trouvé aussi parfois des personnes très virulentes. Mmh. Je reprends un exemple justement là, de mon fils. Non, c'était mon 3e. Donc tu vois, pourtant, 3 enfants, t'as quand même du recul. T'as fait un peu de route, quoi. T'as fait de la route, ouais. Et donc au bout d'1 an d'allaitement, je recommençais à plus en pouvoir. Et puis bon, t'as connu un peu le burn-out. Tu sais que là, tes limites sont atteintes. Et j'ai demandé de l'aide pour comment mettre fin à un allaitement, en fait. Parce que l'allaitement, ça se fait à 2 et j'en pouvais plus. Et j'allais rebasculer et on m'a dit mais comment tu fais, tu te rends compte, c'est le meilleur pour ton enfant, mais vraiment on m'a dit ça, tu ne peux pas arrêter d'allaiter quand même. Et là je me suis dit waouh. Donc en fait j'ai terminé mon allaitement tranquillement, ça s'est vraiment terminé en douceur. Par contre je me suis posé la question d'allaiter ma fille en me disant en fait si c'est ça l'allaitement, mais moi je peux pas, en fait je vais pas y arriver, je vais mourir avec un 4e enfant Parce que voilà, on vient de te remettre cette culpabilité de si tu commences à allaiter, en plus, tu ne vas pas arrêter quand toi, tu en pourras plus. L'enfant. Et moi, j'ai ressenti ça avec les réseaux sociaux. Si je comprends bien, sur le sujet de l'allaitement, c'est-à-dire qu'une pratique qui était culturelle chez toi, culturelle familiale, et qui était ta norme, en fait, sur laquelle que tu as toujours bien vécu, les réseaux sociaux ont amené le doute et une certaine culpabilisation sur une pratique qui était pourtant... T'en avais déjà 2. J'en avais déjà 2. Tu vois, avant. Ouais. Et
tu vois, tu m'en as pas parlé des 2 autres, donc je suppose que ça s'est terminé assez facilement, Ouais. ces allaitements-là. Et tout à coup, en fait, sur ton 3e allaitement, le jugement que tu as ressenti sur les réseaux sociaux fait que quelque chose qui était naturel, qui était facile, Oui. devient quelque chose, Une pression. une pression, quoi. Ouais, Et de très désagréable. Et en fait, tu vois, justement, le problème que j'ai avec les réseaux sociaux et toute l'information en général qu'on met autour du maternage, en tout cas à l'époque, ce qui m'a mis en colère, c'est que je suis d'accord avec tout ça, en fait. Donc c'est très problématique parce que je comprends et je suis tout à fait d'accord. Et du coup, je me dis, donc c'est ça qu'il faut faire. Sauf que j'y arrive pas parce que j'ai pas l'énergie, mais c'est ça qu'il faut faire quand même. Donc tu sais, ça fait une espèce de sentiment ambivalent. Et je me mets peut-être la pression toute seule. Et donc j'ai eu ce besoin aussi après de tout couper, les réseaux sociaux. Ouais. De me désabonner de beaucoup de comptes qui pourtant étaient très chouettes en fait, mais qui me faisaient culpabiliser. Et en fait, c'est pas de leur faute à proprement parler, mais parce que c'est ce que ça me renvoie, le fait que moi j'y arrive pas en fait. Moi je galère. Alors que tu y arrivais. Tu vois, enfin, sur l'allaitement, Sur l'allaitement, j'y arrivais, ouais. tu vois, concrètement, c'est... Ouais. Enfin, encore une fois, c'est à ton 3e enfant. Tu avais déjà Ouais. 2 allaitements Ouais. derrière toi. Et en fait, le niveau enfin, le niveau qui est mis, l'exigence qui est mise derrière, et de jugement qui, soit dit en passant, n'a aucune valeur. Ouais, mais Tu vois le pire, c'est que je le savais à ce moment-là. Je le savais, mais ça m'a touchée C'est ça en le fait. truc, tu vois, Ça m'a touchée. c'est que ça n'a aucune valeur, quoi. Mm. Et moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis en disant, le pire, c'est que je suis d'accord avec ces gens-là, tu vois. Je suis d'accord avec le fait que l'allaitement, c'est le mieux pour Ouais. le bébé, c'est quelque chose que je suis prête à défendre. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé, toi, dans la situation, justement, de la personne qui va dire à une autre personne, non mais attends, quoi, tu vas pas allaiter ? Alors, je pense que j'ai pu être jugeante, comme je te disais, pour mon premier enfant. Ouais. Parce que, tu sais, cette phrase qui dit « avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants ». Moi, pour mon premier enfant, ça me l'a pas fait, ça me l'a fait au 2e. T'as gardé tous tes principes, quoi, à fond. J'ai gardé mes principes, mais par contre, j'ai compris, donc je me suis, en fait... mais c'est pour ça que je te disais au début que ça m'a fait grandir et que je changerais rien. Parce qu'en fait, je serais restée cette... excuse-moi, mais cette connasse jugeante. Tu vois, mais heureusement que ça m'est arrivé. Mais quel genre de personne je serais aujourd'hui si j'avais pas pu comprendre ça, en fait. Donc, c'est une chance. Et je sais plus ce que c'était ta question. Non, mais c'était est-ce que tu avais été justement dans la posture oui. de la personne qui va juger Oui, l'autre, quoi. Sur mon premier allaitement, oui. Et en fait, sur mon premier enfant, pardon, oui. Je pense, hein. Après, c'est pas dans ma nature profonde, mais je pense que j'ai pu avoir des incompréhensions qui ont fait que... En plus, tu vois, ces jugements, c'est pas toujours une volonté d'être méchant ou quoi. Souvent, c'est des incompréhensions. Et les gens... Ah, mais pourquoi toi, tu fais ça ? Et enfin, moi, je fais pas comme ça. Tu sais, presque, peut-être même que c'est eux-mêmes qui ont besoin de faire valider leur propre choix. Et donc, toi, t'es là, on te questionne, mais oui, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de me justifier ? Et en fait, t'en arrives à ce truc-là où t'arrives dans des guéguerres de moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Et en fait, et si on faisait tous comme on veut, bien sûr, dans le respect un minimum de la sécurité de l'enfant, mais... C'est marrant, si tu veux, parce que ça, ce que tu dis là, alors il y a 2 choses. Bon, je suis aussi thérapeute à côté, il y a un aspect quand même qui me parle beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'on vient aussi valider ce qu'on fait soi-même, en fait, en critiquant l'autre, en jugeant l'autre. C'est de dire, moi, ce que j'entends, si tu veux, quand je vois des mères qui disent non, mais l'allaitement, c'est souffrir, c'est machin, ce que j'entends, moi, c'est attends, moi, je souffre, je me sacrifie et je suis pas forcément très heureuse de ça. Si toi, tu le fais pas, ça veut dire que en fait, j'étais pas obligée d'avoir cette souffrance-là. Tu vois. Et l'autre chose, c'est aussi, comme tu le dis, c'est à un moment, il y a des limites. D'accord ? Dans notre société, les limites, elles sont données par le cadre de la loi, tu vois. Après, les lois, en effet, des fois, elles sont pas toujours adaptées, elles évoluent, tu vois. La loi sur les VO, c'était il y a en 2019, et moi, c'est un sujet qui me porte particulièrement. Et tu vois, pour autant, de par mon parcours professionnel, j'ai toujours été contre les discours culpabilisants vis-à-vis des parents qui font des VO. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, je trouve ça pas très pertinent, si tu veux, de dire à une personne qu'il faut pas être violente de manière violente. Ça n'a aucun sens. Vrai. Tout en lui disant que si tu cries sur ton enfant, il va apprendre à crier. Mais si tu dis aux parents que c'est une merde, qu'est-ce que tu crois qu'il va ressentir ? Qu'est-ce que ça va lui faire faire ? Et l'autre sujet, c'est aussi de dire, à un moment, il y a la loi, et le reste, ça n'est que de la pratique. Ça n'est que de la pratique. Ça n'est que des avis, aussi étayés et construits soient-ils, ça n'est que des avis. Et tu vois, pour rester un petit peu sur le sujet de l'allaitement, quand tu peux lire des gens qui disent non mais si tu fais un allaitement non écourté de moins de 2 ans, c'est pas ok, machin, tout ça c'est de la connerie en fait. Ouais, c'est beaucoup de pression en fait. Exactement, c'est une énorme pression. Et c'est pas ok quoi. Et dans les réseaux sociaux, toi, t'as vu ce côté-là de jugement,
Mais tu as aussi peut-être vu d'autres choses. Est-ce que les profils des mamans qui ne sont pas jugeantes, mais qui affichent une certaine image euh, d'objectif atteint, on va dire, ça te faisait quelque chose? Oui, parce qu'en fait, un parent qui va faire, j'en parle dans la BD, mais une activité avec son enfant, il a rien fait, il partage juste son petit moment de bonheur. Et en fait, toi, ça te renvoie que toi, t'aurais bien aimé faire ça, mais qu'aujourd'hui, t'as pas l'énergie et que donc, fail, quoi, t'es pas à la hauteur. Tu te sens comme une merde? Je me sens comme une merde, parce qu'en fait, j'aimerais bien faire ça, mais aujourd'hui, je suis pas capable. Et c'est ça qui est douloureux sur Internet, c'est que les gens, ils sont... En fait, moi, j'avais une vision un peu noire parce qu'il y a des extrêmes dans les militantes et les militants, et dans les combats en général, il y a toujours des extrêmes. Et donc il y a ces extrêmes, mais il y a aussi tous les autres, et les autres, ils n'ont rien fait de mal en fait, juste ils kiffent leur vie. Mais ça te renvoie, ça peut te renvoyer à tes propres failles, et du coup, c'est ça qui était violent, et c'est difficile aussi. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé de donner tous mes livres sur tout ce que je connaissais, et de toute façon j'avais déjà intégré toutes ces notions, donc j'avais pas besoin de les garder, je les ai transmis parce que je me suis dit que ça peut faire du bien, et je regrette pas de m'être construit sur ça, tu vois, c'est pour moi des choses hyper importantes. Mais à ce moment-là, je voulais plus en entendre parler, je sais, ok, et maintenant en fait je vais arrêter de voir la théorie, et maintenant je vais faire un peu plus freestyle. Et le truc c'est que toutes ces choses qu'on voit, ça m'obligeait, entre guillemets, ça me faisait intellectualiser tout ce que je faisais. Tu vois, quand t'es là, que tu as une réaction dans ma tête, avant d'avoir la réaction, alors faut que je me comporte comme ça, parce que si, parce que ça. Et en fait, non, je perdais toute spontanéité, et ça a été dérangeant, et ma solution, ça a été de me couper. Donc là, pour le coup, t'as coupé les réseaux sociaux à ce moment-là? Je me suis désabonnée de pas mal de comptes. En plus, j'étais en colère, tu sais, comme je disais, j'étais un peu en colère contre tous ces comptes-là. Et petit à petit, j'ai redécouvert d'autres comptes, d'autres discours peut-être plus modérés. Alors, est-ce que c'est parce qu'aussi on se permet maintenant de le dire, tu vois, la parole, et je trouve que ça a beaucoup évolué. Moi, je te parle de ça, c'était mon fils, il va avoir 13 ans, hein, donc on repart d'il y a 13 ans en arrière, et je trouve que ça évolue. Maintenant, on peut tout aussi bien montrer ce qu'on réussit, mais tout aussi bien montrer ce qu'on réussit pas, et ça, je trouve ça hyper important, tu vois. Tu vois, moi, sur les réseaux, moi, je partage des activités que je fais avec ma fille. Je partage aussi, tu vois, des fois quand c'est difficile. Mais, tu vois, quand c'est difficile, en fait, ce que j'expliquais en des questions-réponses, c'est qu'en fait, je partage, tu vois, après, j'explique, voilà, c'était chaud, tu vois, ça a été très compliqué avec Sarah, un gros moment de crise, et moi, j'avais pas d'énergie. Mais en fait, tu vois, c'est que, pour moi, la grosse différence, c'est qu'en fait, sur le moment, la grosse différence pour moi, c'est que quand je fais un truc où je ressens beaucoup de joie, j'ai envie de la transmettre, tu vois, j'ai envie de la partager. Et donc, j'ai mon téléphone pas loin. Et il y a plein de fois aussi où j'ai pas mon téléphone, tu vois, il y a plein de choses positives que je montre pas non plus. Ouais. Mais par contre, quand c'est pas un moment positif, pour elle ou pour moi ou pour les deux, en fait, tu vois, ça me vient pas à l'esprit de dire, je vais montrer que c'est la merde, youpi, regardez-moi, hashtag malheureux, tu sais. Non, hashtag vie de merde. Hashtag dans ta face la parentalité, tu vois. Non, tu vois, je le fais pas. Mais bien sûr, et tu vois, ça c'est pour ça que c'était important pour moi d'en parler, et j'ai eu besoin aussi quand même dans cette BD, sans spoiler, j'attaque les réseaux sociaux de plein fouet. Ah oui. Mais aussi, j'apporte quand même beaucoup de nuances. Ouais. Et je trouvais ça important de dire qu'à ce moment-là, ça te renvoie toi à quelque chose, mais que la réalité derrière ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est peut-être tout autre. Et ça, tu vois, avec le recul, je me suis dit, c'est pas si terrible que ça, les réseaux sociaux. Et même maintenant, j'adore les réseaux sociaux, vraiment. Pour moi, c'est un outil, tu vois. C'est un outil qu'il faut utiliser. Après, alors, c'est aussi le côté thérapeute qui parle, mais tu vois, quand tu me dis ça me renvoie à mes failles, ça renvoie à ce que tu penses être des failles. Oui. Et qui sont finalement le quotidien de tous les parents. Oui. Tu vois. C'est vrai. Et tu vois, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, mon tout début d'illustratrice, la première chose que j'ai fait, c'est dessiner mes galères de maman. Et ça, c'est comme ça que j'ai ramené du monde, c'est qu'en fait, je le dessine en rigolant, on va en rigoler ensemble. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui vivaient ça. Bien sûr. Et en fait, là, j'en rigole, mais sur le coup, le truc que j'ai dessiné, ça me fait pas rire du tout, en fait. Enfin, quand... souvent, on voit des dessins, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dessiné, mais quand t'es dans la douche et que t'as ton enfant qui vient même dans ta douche ou derrière la porte des toilettes,
on le dessine, on en rigole, mais dans la vraie vie, en fait, on n'en peut plus, on veut juste pisser 2 minutes tranquille. Et c'est pas un moment qui est drôle, et le fait de le transmettre et de rassembler et de se sentir pas seul, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc ça me parle là ce que tu dis, de dire en fait je suis pas la seule à vivre ça. Mais c'est ça. Et après, c'est vrai qu'il y a ce qu'on veut montrer ou pas montrer. Donc, le choix est compliqué. Et c'est vrai que juste avant de fermer peut-être ce sujet des réseaux sociaux, souvent les gens sur Instagram, ils ont tendance à penser que quand on se désabonne ou quoi, on rejette la personne. Oui. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est juste qu'on fait une pause ou peut-être qu'on termine la consommation d'un contenu. Exactement. Parce que les gens proposent un contenu. Ils proposent pas eux sur les réseaux. Oui. Personne n'a jamais rencontré Cédric ou C'est Cécilia. hyper intéressant ce que réseaux, tu dis. tu vois. J'aime beaucoup. Et moi, c'est une expérience récente où je me suis désabonné de quelqu'un qui m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas entre nous? Non, ça va très bien. Mais juste que là, ton contenu, moi, ça me rend pas bien. Ouais. Et je veux pas me sentir pas bien quand je vais sur les réseaux. C'est pas ce que je viens chercher. J'ai déjà surtout d'autres qu'on choisit contenus. pas en plus. Ça Ouais, nous tout à fait. vient en Exactement. pleine figure. Et toi là ce matin, ce matin j'étais pas prête pour ça. Non, je voulais pas ça. Je veux pas. Et c'est trop tard. Tu l'as pris. Tu vois, ouais. c'est sûr que quand tu viens toi de craquer et de hurler sur ton enfant et que tu viens tranquillement dans tes toilettes pour tes 2 minutes de pipi avec ton téléphone, parce qu'on le sait tous quand on a les réseaux sociaux. Puis c'est censé te vider la tête, quoi. Et que là, pour le coup, tu tombes sur Chantal Perfection qui est en train de te dire oh, j'ai failli crier ce matin, mais heureusement, je me suis rappelé que ça allait lui cramer 12 000 neurones, ce qui est totalement faux sur un seul cri, vous inquiétez pas. Et heureusement, je l'ai pas fait. Bah, toi, là, par contre, tu peux te sentir comme une merde. Alors que pourtant, Chantal Perfection, elle a... Peut-être qu'il y a 2 jours, elle a fait un post où elle parlait d'autre chose. En fait, exactement. Et peut-être qu'elle a dit... là j'ai craqué, et peut-être que justement elle réagit à ce post où elle a dit qu'elle a craqué et qu'elle a trouvé une solution pour ne pas craquer ce coup-ci. Donc on sait pas si tu veux, mais toi en tout cas un instant T, et c'est vrai que ce recul là c'est compliqué, et moi j'ai souvent tendance à dire aux gens, si vous voulez vous vider la tête, allez où, au moment où ça va pas, allez où vous voulez, et pas sur les réseaux, à la rigueur TikTok, tu vois. Ouais, TikTok c'est génial. Voilà, ouais. Si tu veux vraiment, tu vois, mais ça peut être compliqué quoi. Et c'est très très intéressant ce que tu dis parce que moi je sens vraiment j'adore les réseaux sociaux en fait justement parce que on peut aller explorer des sujets et il y a des gens qui ont des réflexions qui sont peut-être plus avancées que les nôtres et ça nous permet d'enrichir notre propre réflexion, de nous nourrir un peu, et ça c'est incroyable les réseaux sociaux pour ça. Et effectivement il y a des temps où ça, ok, je l'ai traité, je vais le digérer peut-être, je vais voir ce que j'en fais, j'y reviendrai peut-être plus tard ou pas, et ouais, des fois il vaut mieux se désabonner que de continuer de recevoir ce genre de contenu. Et puis ça arrive de se désabonner puis de se réabonner quoi. Oui. Je sais que moi ça m'arrive réguguellement, des fois je me désabonne, des fois je m'en sourdine aussi, tu sais, des fois quand tu... Ouais, sourdine c'est pas mal quand vraiment ouais là attends, j'ai pas envie de me désabonner, mais je vais me mettre en sourdine. J'ai pas envie de recevoir ce contenu là en ce moment, parce que cette personne est sur cette thématique là. Voilà. Peut-être que plus tard je vais y revenir, j'irai voir. En tout cas je vais choisir d'aller voir. Exactement. Tu vois. Et c'est-à-dire, je sais que normalement, d'habitude, j'aime ce contenu. Oui. Là, la personne est partie sur un contenu qui me correspond pas trop, donc je préfère choisir d'aller voir. Et c'est vrai qu'il y a presque une éducation à faire. C'est ce qui se fait un petit peu dans les écoles maintenant. C'est important. Hein. Et tu sais, même, il y a des gens qui vont te dire je suis déçu du contenu. Mais non, en fait. Ne sois pas déçu. On a chacun notre propre parcours. Et en fait, voilà, comme tu dis, n'hésite pas à te désabonner. Ça veut pas dire que... C'est pas un jugement personnel, quoi. Ouais, exactement. C'est pas... et c'est vrai que là-dessus, faut peut-être se détacher. En tout cas, ce qu'il y a très bien dans ta BD, je trouve, c'est justement ce côté où on peut bien sentir le poids que ça peut avoir, tout en... C'est, je trouve, la nuance que tu as réussi à amener, tout en comprenant que c'est aussi lié à l'utilisation qu'on en fait. Oui. C'est-à-dire que le réseau social, en soi, n'est pas le problème. Non. Clairement. Tu vois. Et ça, c'est vraiment une nuance que je trouve qui est très très bien amenée. Il y a un autre gros sujet quand même, parce que je veux pas non plus trop spoiler la BD. Ouais, c'est pas facile. Mais il y a un autre gros sujet que tu as un petit peu évoqué en début d'épisode, c'est le mari, c'est le compagnon, c'est le coparent, c'est le papa. Gros sujet. Gros sujet, ouais, fallait en parler là. Voilà. Parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, enfin... Depuis le début de l'épisode, tu dis ça m'a amené beaucoup de choses à gérer, Plein de fois, j'ai eu envie de te couper en disant mais attends. mais tu sais que j'y pensais moi aussi. Hein. Oui. Mais tu les as fait toute seule tes 4 enfants. Oui, franchement, à se demander des fois, hein, parce que je me sentais tellement plus impliquée que lui. Et
C'est difficile de pas spoiler la BD. On peut un peu. Hein. On peut un peu parce que de toute façon, la BD c'est l'histoire de Maddy, c'est pas exactement la mienne. Mais en fait, j'étais tellement investie et il se sentait tellement à côté de la plaque que si tu veux, moi j'y vais parce que je fais ce qu'il y a à faire et toi si tu comprends rien, et là on va pouvoir parler de ton livre, eh ben démerde-toi parce que moi il y a des choses à faire, je les fais et toi prends le truc en chemin quoi. Et sauf que le papa, selon son parcours, selon comment il est, là où il en est, il est largué. Et c'est pas mon rôle de l'éduquer, en fait. Et c'est pour ça que ton livre est très bien. Un papa qui parle au papa. Et à ce moment-là, moi, mon mari, il savait pas comment faire, peut-être. Et peut-être que je lui laissais pas la place, probablement. Aussi, oui. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que lui, en fait, dans nos disputes, parce que c'est le langage de sourd, c'est tu prends pas ta place, et moi je dis ça, et lui me dit tu me laisses pas la place. Donc comment on fait? Puis c'est pas dans les moments. Mais disons que c'est compliqué parce que je l'explique dans mon livre. En effet, une des difficultés pour les papas, c'est que culturellement, Oui. socialement, on n'est pas programmé pour prendre cette place, on n'est pas programmé au care, on n'est pas programmé à donner du soin, on ne sait même pas ce que c'est une figure d'attachement. Quand on pense paternité, on pense surtout figure d'autorité. Oui, on ne parle pas d'attachement, on ne parle pas d'émotion, nous on a le droit d'être joyeux ou en colère, on n'a pas le droit de chef de famille. Voilà, on parle de chef de famille, notion qui a disparu depuis 77 ou 75, ouais, je l'ai mis dans mon livre, mais voilà, et pourtant ça reste bien présent quoi. Et c'est vrai que donc il y a ce côté-là, et en même temps toute la société, à commencer par le congé paternité, te dit que c'est pas ton sujet les enfants. Et tout à coup il y a ça, et c'est vrai que dans le parcours, donc déjà la société te dit que c'est pas trop ta place. Toi pour le coup, on va pas se mentir les mecs, c'est quand même très confortable de se dire que c'est pas la place. Hein. Il vaut mieux aller boire un coup avec les copains après le boulot, plutôt que de se dire qu'on va vite rentrer pour filer un coup de main et potentiellement faire le ménage dans la maison, préparer le repas et tout. Voilà, c'est le fameux tunnel, hein, c'est quand même certainement plus confortable de le laisser à une autre personne. Et en même temps, parfois, et c'est justement tout le sujet aussi de ta BD, c'est qu'il y a ce côté-là où le père dans la BD ne s'implique pas, clairement, mais il y a aussi le côté où, mais est-ce que s'il s'implique ou quand il s'implique, est-ce qu'il se prend pas non plus un mur en face dans la tronche parce que la pratique est pas la même aussi, parce que c'est pas assez bien, parce que mais tu maîtrises pas, parce qu'il y a aussi un décalage de compétences fatalement, tu vois, sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut amener ça? Alors toi t'amènes la nuance dans ta BD, mais tu vois, comment on fait pour régler ça quoi? C'est ça. Moi en fait dans ma BD, je tiens à le dire quand même, je ne suis pas professionnelle du sujet, c'est un témoignage parmi tant d'autres, mélangé avec d'autres d'ailleurs. Et j'ai juste la sensation de mettre en lumière certains aspects de la vie, et après chacun en fait ce qu'il veut. Mais de dire, là il y a ce truc-là, et après on fait son propre cheminement. Donc moi j'amène aucune solution, juste je montre des choses qui se passent. Et ce que je trouve intéressant dans ton livre, toi, c'est que par contre c'est plus concret. C'est un papa qui parle au papa et qui explique peut-être ce qu'ils ont besoin d'entendre en fait. Après, eux, ils font ce qu'ils veulent dedans. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des bonnes bases parce que moi, à l'époque, en tout cas, on avait acheté les guides des papas. Il y en avait des guides des papas déjà. C'est pas nouveau du tout. Mais c'était pas le même contenu, quoi. Il y avait moins d'implication, il y avait moins de... Donc c'est ça que j'aime bien dans ton livre. C'est des vraies clés. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Et, c'est vrai que... c'est du concret. C'est vrai que sur ce sujet-là, il y a... on fait une petite parenthèse sur mon livre, mais il y avait... C'est vrai que moi, je voulais pas faire un livre sur comment changer les couches. Enfin, franchement, on s'en fout. Enfin, on va apprendre. Tu vois, ça, c'est de la technique. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de monter en compétence aussi. Tu vois, je veux dire, aussi pour libérer la maman. C'est... à un moment, le papa, c'est chouette, il change les couches, mais s'il est en train de te demander où est le liniment, où est machin, toutes les 15 minutes, autant le faire soi-même. Hein, mais en fait, c'est ce qui s'est passé, moi, tu vois. Écoute, je vais le faire, ça va aller plus vite. et c'est vrai qu'il y a un temps, pour le coup, d'apprentissage et d'éducation. C'est pour ça aussi que, pour reciter encore une fois Violaine Dutrot sur le congé paternité, que je cite dans mon livre, c'est pour ça aussi que je pense qu'il est important que dans le congé paternité, il y ait un moment où le papa soit tout seul avec... Là, on parle d'un premier enfant, dans l'occurrence, mais... Parce qu'en fait, il n'a plus le choix.
de savoir Ouais, quoi faire. Et je c'est vois là où il va développer des techniques qui lui sont propres, par C'est ailleurs. ça. Et c'est là où le dialogue va s'instaurer. C'est-à-dire de dire, ah non, mais attends, mais parce que la mère, et ça c'est du vécu, peut dire, non, mais attends, là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah si, moi je vais faire comme ça, Ouais, tu vois. c'est Et tu ça. vas voir que le résultat va être tout aussi ok. C'est ça. C'est aussi apprendre à lâcher prise et à laisser faire l'autre et à se dire c'est ok si on fait pas pareil. Finalement, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que la couche soit changée. Voilà. Après, toi, tu le fais comme ça, tu mets du liniment, moi, je mets machin. Peut-être qu'on peut essayer aussi de s'accorder, quoi. Mais moi, et c'est là où j'ai eu mes torts, parce que tous les torts... Bah, après, Clémentine, Sarah, en parle bien, parce qu'elle parle du burn-out patriarcal. Et oui. Mais moi, où j'ai eu mes torts, mais forcément, c'est induit par une société qui m'a mis la pression sur ces choses-là, c'est que pour moi, c'était mon bébé. Ouais. Donc à partir du moment où c'est mon bébé, c'est pas ton bébé. Et ça, c'était très compliqué d'être à fond sur le bébé, la maman qui fait tout, qui machin. J'avais vraiment ce truc-là. Et j'ai dû aussi apprendre à laisser la place au papa. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué, qui a été très mal analysé en France, avec la psychanalyse, sur le fait que le père devait avoir ce rôle de séparateur, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, il faut avoir plusieurs figures d'attachement. Mais c'est parce que, enfin, on va extrapoler un tout petit peu et on va expliquer que c'est parce qu'on est passé d'une parentalité isolée à une parentalité qui était communautaire dans l'espèce, et forcément, ça amène des comportements qui sont pas attendus et dont les femmes, les mères, sont les premières victimes, puisque construction patriarcale. Eh oui. Et l'autre sujet aussi, pour le coup, que j'évoque aussi dans mon livre, qui est important, selon moi, c'est le décalage entre ce qu'on va appeler le mom shaming. Parce qu'en fait, on a des vécus qui sont totalement différents, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est important que tous les mecs, parce que les mères, elles, le voient bien, mais les mecs, eux, le comprennent pas forcément, c'est que aujourd'hui, les femmes sont jugées quand elles deviennent mères et quand elles sont mères sur tout ce qu'elles font. Oui. Quoi que tu fasses. C'est-à-dire que même si tu fais ton allaitement de 2 ans, Ah oui, il y a un truc qui va pas aller. Il y a un truc Bien qui va sûr. pas aller. La méthode de sevrage, tout ce que tu veux. Bref, il y a un truc qui va pas aller. Tu seras jugé. Ou tu n'auras pas donné le biberon, donc tu seras jugé. Ou tu ne seras pas allé travailler, donc tu seras jugé. Enfin voilà. Les mères sont jugées. Et les pères. Il y a quelque chose qui Adulé. s'appelle le dad blessing. Le grand papa. Voilà. Dès que tu fais un truc, c'est génial. C'est-à-dire que même quand tu fais un mauvais nœud de portage, c'est un papa qui porte. C'est un papa qui porte, c'est trop mignon. Ouais. Alors que le même nœud mis sur une mère, non mais là ça va pas du tout. Tu comprends, c'est hanche, c'est pas assez soutenu, non mais c'est pas possible. Ouais. Et on revient un peu sur le réseau là, mais oui, mais tu vois, mais c'est important. revient, C'est important de connaître cette différence de réalité, je pense, et c'est quelque chose qui vient jouer énormément. Et c'est vrai que ces clés-là, elles n'existaient pas en fait encore dans des livres pour les pères. Et, non, c'est ça. Est-ce que tu penses que toi, c'est un contenu qui aurait pu aider Maddy, avec son mari, pour aider son mari à comprendre ce que pouvait je pense que un petit peu vivre sa femme à ce moment-là. En fait, je trouve que c'est intéressant de le lire en amont. Pas au moment de la crise, parce qu'au moment de la crise, tu peux pas. Ouais, tu peux pas. Quand ça va plus, c'est déjà compliqué. Attends, chapitre. Page 32. Je vais lire le chapitre 2. Mais je pense qu'en fait. Parce qu'en fait, finalement, on parle du papa qui sait pas trouver sa place, mais la maman, à la base, elle sait pas être maman. On est deux exactement. novices qui allons avoir un enfant. Et la maman fait souvent... je généralise, c'est peut-être pas la chose à faire, mais souvent, les mamans, elles vont chercher beaucoup de contenu, et les papas, ils écoutent un peu ce que la maman veut bien leur dire. Et je trouve que si le papa, lui, de base, il peut justement se poser ses propres fondations avec ça, c'est intéressant. Parce qu'après, il nourrit ou pas sa réflexion, ça va peut-être lui prendre du temps de cheminer, mais au moins il est au courant. Après, il en fait ce qu'il veut. Donc oui, clairement c'est un livre à faire lire au papa avant. Mais après aussi, peut-être pour comprendre et débloquer certaines situations, c'est aussi tout aussi intéressant. Dans ta BD, il y avait quelques scènes que tu avais déjà dévoilées sur les réseaux, mais il y a cette scène où je t'avais d'ailleurs écrit que c'était bouleversant quand tu l'avais publié, c'est cette scène où Maddy se noie sous les mamans, qu'elle n'en peut plus, qu'elle a vraiment l'impression de ne plus respirer, qu'elle a besoin de cette bouffée d'oxygène. Et finalement, cette bouffée d'oxygène, à la fin, c'est quand même son enfant. Oui. Qui la ramène à la surface. C'est vrai. C'est intéressant cette analyse. C'est intéressant, ouais, tu vois. C'est que ce sont ses enfants qui la noient. Alors on pourrait peut-être se dire, avec un peu de recul, que ce sont ses enfants et tout le système qui est autour des mères qui la noient, tu vois. Mais finalement, à la fin, c'est quand même son enfant et l'amour pour son enfant qui l'a fait revenir à la surface. Oui. Tu l'avais pas vu comme ça, toi ? Non, pas du tout. C'est marrant, ça. C'est hyper Qu'est-ce que t'en intéressant. Ouais, j'adore. Et j'ai mis un point d'honneur dans la BD aussi à faire en sorte que
qu'on voit qu'elle aime ses enfants, Oui, en fait, et que c'est Tout tout à à fait, c'est des choses qui sont tout à fait différentes, de ne pas y arriver et de ne pas aimer son enfant. On peut aimer très fort ses enfants et être à bout, en fait, et dire des gros mots, et se dire, bah, je suis pas ta mère, par exemple. mhm. Et ouais, c'est intéressant. Mais je pense que de toute façon, si on se met dans cette situation, c'est par amour. Tout à fait. Je repense à... Je décrirai pas la scène dans le détail hein, pour pas trop spoiler, mais tu parles aussi des phobies d'impulsion, Ouais. qui est un gros sujet, encore beaucoup trop tabou sur la parentalité. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, quand on sort de la phobie d'impulsion, moi j'ai déjà connu la phobie d'impulsion en tant que parent, hein, et c'est vrai que quand on en sort, enfin, l'amour il est toujours là, et on se déteste en fait aussi. Mais c'est ça. C'est dingue. Le poids de la culpabilité à ce moment-là, Mais oui. il est terrible. Et en fait, je pense que la phobie d'impulsion, encore une fois, je suis pas pro, hein, mais c'est juste le moment en fait où c'est tellement trop que ton cerveau il s'échappe, vraiment. C'est fou. Tu pars. Et moi, j'avais très peur par contre. J'ai vécu vraiment le fait de ressentir ça, ça me faisait peur. J'avais tellement peur de passer à l'acte, de me dire, mais en fait, c'est quoi l'étape d'après, tellement que je suis à bout. Est-ce que je me tue? Est-ce que je tue mon enfant? Est-ce que je m'échappe? Il va se passer quoi en fait? Tu fais comment quand t'en peux plus? Et que à un moment, c'est plus fort que toi en fait. C'est l'instinct de survie même, tu vois. Il y a un côté aussi, tu vois, pour le coup, quand tu dis je fais comment, j'allais te répondre là, tu vois, j'allais te répondre très rapidement, bah t'en parles, tu vois. Mm. Mais Maddy, elle a des amis aussi dans la BD et elle en parle pas. Ouais, c'est vrai. Pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite, parce que alors déjà moi par rapport à ma propre expérience, je l'ai pas, je m'en rendais pas forcément compte. Et c'est dur de verbaliser quelque chose dont... Enfin, Maddy, elle a l'air de s'en rendre compte, mais c'est aussi admettre qu'on n'y arrive pas, Et oui. le dire, tu vois. Et ouais, c'est compliqué d'en parler. Et puis, je peux parler de moi, parce que je ne vais pas parler trop de Maddy, mais on est un peu la même. Mais souvent, moi, j'ai eu la sensation d'en parler, mais que de toute façon, les mots ne suffisaient pas. Un mot ne pouvait pas décrire. Le mot n'est pas aussi puissant que la douleur et la détresse dans laquelle je suis. D'accord. Ce mot-là, il est minime par rapport à ce que je vis. Et c'était aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette BD, pour me dire, c'est pas un mot qu'il faut, c'est une BD entière. Et je sais même pas si ça suffit, tu vois. Mais parce que c'est tellement trop que je crois que même si tu dis ça va pas, les gens, ils comprennent pas, en fait. Enfin, et moi-même, j'ai peut-être, des fois, je comprends pas l'ampleur de la difficulté de quelqu'un qui me dit, bah, ça va pas trop. Parce que c'est un truc de fou, en fait. En même temps, ça veut dire quoi, ça va pas, tu vois. Ouais, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Je pense que tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait creuser, ça. C'est quelque chose dans lequel je me suis dit dans ta BD. Je crois d'ailleurs qu'à un moment, c'est un petit peu questionné. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme un questionnement de cette question, est-ce que ça va? À un moment, la question, c'est peut-être se dire comment tu vis ta parentalité? Est-ce que tu es fatigué? Comment tu te sens? Enfin, est-ce que tu dors? Tu vois, parce qu'en fait, on est tous... Enfin, pour les gens qui ont déjà eu des enfants, on les connaît, ces difficultés. Peut-être qu'au lieu de demander si ça va, c'est est-ce que tu arrives à dormir? Ouais. Tu vois, aller chercher ces infos-là, quoi. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai pas réussi, moi, à ce moment-là de ma vie, à comprendre que ça n'allait pas. Parce qu'en fait, j'aimais mes enfants, parce que j'étais très contente d'être maman, parce que j'étais heureuse. C'est fou à dire, mais j'étais complètement heureuse. J'avais des moments très difficiles, mais j'étais heureuse. Et du coup, ça n'allait pas. Mais non, ça va, je suis heureuse. C'est pas grave. Mais si, en fait, c'est très grave ce que tu es en train de vivre. Tu as besoin d'aide. Et il y a aussi une chose qui est compliquée, je trouve, c'est comment tu aides les gens qui vont pas bien. Parce que à ce moment-là, même si quelqu'un comprend et t'aide, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois, c'est pas facile. Moi, par exemple, je passais pas le relais pour mes enfants. À personne. Je suis une mère psychopathe, personne qui touche mon bébé. Et c'est dur d'aider quelqu'un. Et donc après, on apprend qu'il y a d'autres manières d'aider les gens. Je sais pas, on va pas spoiler. Mais il y a d'autres façons d'aider les gens, d'être présents dans leur vie. Peut-être juste de passer du temps ensemble aussi, ça fait du bien. Ouais. Mais comment on aide les gens qui vont pas bien? Ça aussi, je trouve que ça met mal à l'aise. Enfin, il y a des sujets qui mettent mal à l'aise parce qu'en fait, tu ne sais pas quoi faire. Et des fois, en fait, juste de pouvoir en discuter, ça fait du bien. De se sentir compris. Moi, écouter, souvent, pour reprendre un peu ta question, moi, la question que moi, je me pose, bon, en fait, j'ai un peu la réponse de par mon métier, mais c'est comment on aide quelqu'un qui ne t'a pas demandé d'aide. Oui, aussi. Tu vois?
Oui. Parce que aider quelqu'un qui va pas bien, à partir du moment où quelqu'un que tu aimes te demande de l'aide, peu importe ce que tu vas faire, Oui, c'est vrai. ça va l'aider, tu vois. Mais Oui. quand quelqu'un, tu vois, qui ne te demande pas d'aide, parce que c'est aussi toxique hein, de s'immiscer dans la vie de quelqu'un, et tu peux d'ailleurs venir le bousculer à un moment où il n'est pas prêt à être à accueillir cette aide, tu vois. Ouais. C'est très compliqué comme C'est intéressant comme ce que sujet. tu dis parce que je ne demande jamais d'aide. je sais que ça, c'est un truc qui est vraiment, Ouais. je fais. Mais parce C'est que dur. on a aussi tendance à confondre ce dont on a besoin. En Ouais. fait, quand on est parent, on n'a pas besoin d'aide. Tu vois, parce que quand on dit t'as besoin d'aide, ce qu'on entend c'est je sais pas faire. Ouais, Alors qu'en c'est fait, vrai. c'est pas de l'aide dont on a besoin, c'est de soutien. Ouais. Et le soutien, c'est pas forcément s'occuper de ses gosses. Le soutien, c'est ta mère, ta voisine, ton mari, Ouais. qui va dire ok, t'as besoin de quoi? Est-ce que t'as besoin de te reposer? Si t'as besoin de te reposer, là, moi, je vais m'occuper de tout le ménage, de tout le linge, de faire à manger, de quoi est-ce que je peux te décharger par rapport à ce que tu es prête à me concéder ou pas. Oui, Tu vois. c'est ça. Et après, c'est vrai que c'est pas rigolo, tu vois. C'est pas forcément rigolo de se dire, je vais. Enfin, même si j'ai pas cette expression et que je l'ai déjà redéfinie dans plein d'épisodes, donc je vais pas revenir dessus, mais pour le mec de base qui veut aider sa femme, entre guillemets, en fait, t'aides pas forcément ta femme en lui prenant les seuls moments agréables qu'il y a avec les enfants quand il faut jouer avec eux. Ouais. Non, C'est c'est pas vrai, forcément ça l'aider, tu vois. Mm. Tu vois, c'est pas ça la charge mentale, en fait. C'est pas Non. prendre les seuls moments agréables avec les enfants. Ah oui. Au contraire. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois. Ouais. Et c'est là où le mot soutien est différent, je trouve. C'est très différent, ouais. Oui, Et parce on qu'on l'exploite pas assez, tu vois. on l'exploite pas et puis souvent les gens cherchent des solutions pour toi. Ça, Ouais. tu sais aussi des fois quand Ouais. tu dis ça va pas, ils cherchent des solutions et toi je veux pas de solution en fait. Ouais. Là j'ai besoin de soutien et je comprends. C'est quelque chose que je développe souvent dans mes séances avec mes clients quand je parle des relations toxiques et que je leur explique ce que c'est la position de sauveur. Ouais. Mon petit aparté sur le sujet, dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, il y a la position de sauveur, et une des clés pour ne jamais être dans cette position toxique, c'est toujours s'assurer d'avoir le consentement de la personne pour intervenir, pour l'aider, Ouais. pour la soutenir. Et souvent, les gens me disent « Ouais, mais attends, la personne, elle se plaint. » Ben ouais, elle se plaint. Elle a besoin Ouais. de se plaindre. Elle n'a pas besoin que tu lui trouves des solutions, à ce moment-là, en tout cas. Elle te demande pas des solutions, elle te demande juste de l'écouter, quoi. Ouais. Par amour, par amitié, par ce que tu veux, juste de la laisser se décharger, de déposer ce colis-là. Puis en pour plus, pouvoir souvent, aller plus on loin, est quoi. capable nous-mêmes de trouver nos propres solutions à partir du moment où on a un endroit où on peut. Tu vois, je reprends l'exemple de la fin de mon allaitement. Ouais. À ce moment-là, cette question de dire comment on fait pour arrêter l'allaitement, c'était. J'aurais pu le continuer. En fait, moi, à ce moment-là, ce que je voulais, c'est être moins fatiguée. Bien sûr. Et j'avais pas besoin qu'on me dise, qu'on me culpabilise. Mais en réalité, je sais même pas si j'avais besoin de solutions à proprement parler, mais peut-être juste de me dire, c'est ok en fait, tu galères, ça va aller, et quoi que tu choisisses, quelle que soit la solution que tu choisisses, ça ira. Il n'y a pas une solution toute prête. Tu vois, sur l'allaitement, j'ai une amie qui s'appelle Anaïs, qui raconte les instants de bonheur. Il n'y a pas longtemps, elle a mis un post où elle a écrit, alors peut-être pas mot pour mot, mais de mémoire, c'est pas parce que je me plains que mon allaitement est difficile que je vais arrêter mon allaitement. Ouais, exactement. C'est juste, là, c'est pas facile, j'ai besoin que ça sorte, j'ai besoin qu'on m'écoute. C'est tout à Tu fait vois. ça, parce que quand tu dis ça, mon allaitement est difficile, les gens vont te dire, bah arrête, pourquoi tu donnes pas le biberon, pourquoi si. Mais non, en fait, c'est juste dur. C'est juste dur. C'est juste dur là, en fait. Ouais. Là aussi, tu vois. Parce que c'est pareil, tu vois, sur un allaitement qui va durer 9 mois, si tu passes un mois difficile, bah, ça reste un mois difficile, tu Ouais. vois. Enfin, sur 9, c'est un neuvième, quoi. C'est con à dire, hein. Ouais. Quand je le dis comme ça, c'est très con, mais... Oui, on mais sait que voilà. c'est pas si facile en réalité, mais en fait, tout à fait, des fois, on a... Puis c'est dans ces moments-là qu'on a besoin aussi d'être entendu pour pouvoir continuer, si c'est notre choix, en fait. Et est-ce que le mari, pour le coup... Est-ce que le mari aussi, c'est quelqu'un qui écoute? Ou est-ce que c'est quelqu'un... en tout cas, pour toi, est-ce que ça a été quelqu'un qui a écouté? Ou c'est quelqu'un qui comprenait pas? Ou comment ça se passait, les relations sur le sujet? Il m'écoutait beaucoup. Par contre, il n'a pas pris l'ampleur du problème, ça c'est sûr. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il me soutenait dans mes choix. Alors, comment dire ça? J'ai jamais eu de frein à mon allaitement, à ma manière d'éduquer mes enfants. Donc ça, c'était assez confortable pour moi. Mais le fait aussi d'être la seule à tout gérer, à tout décider, c'est facile dans une parentalité, de ne pas avoir à se mettre d'accord avec l'autre.
Mais du coup, c'est aussi difficile parce que t'es tout seul à tout gérer. Je pars sur autre chose, là, complètement. Non, mais c'est bien, c'est que t'as la pression aussi Ouais. de la responsabilité, en fait. T'as la pression de la responsabilité, mais du coup, c'est un peu confortable quand même, parce que tu fais ce que tu veux. Tu veux le porter beaucoup, tu peux le porter, c'est ok. En fait, il comprenait mes choix. En fait, je pense qu'il comprenait mes choix et qu'il saisissait pas l'ampleur du problème et le besoin de participer. Parce que pour lui, en fait, je gérais vachement bien. Et presque, il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus, en fait? On aurait dû gérer à deux, quoi. C'est ça, surtout. Et la question que j'ai envie de te poser, un petit peu contre le fric, hein, comme tu l'as dit, c'est est-ce que finalement, s'il avait pris cette place, tu vois, en disant non mais moi aussi je vais porter dans le respect de tes choix, hein, je parle. Ouais. Tu vois, s'il avait pris cette place, est-ce qu'à un moment, il n'y aurait pas une partie de toi qui aurait dit non mais attends, s'il veut le faire, c'est parce qu'il pense que je le fais mal. Complètement. Mais je pense que c'est très difficile. Encore une fois, je parle que pour moi, mais je pense que c'est très difficile de vivre avec moi parce que parce qu'il faut me. En fait, je sais souvent ce que je fais, pourquoi je le fais, même si je me plante. Hein. Et du coup, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise « Oh meuf, stop là arrête ton délire, je suis là en fait ». Et c'est vrai que ça, je l'exprime beaucoup en ce moment. Pas que dans la parentalité, j'ai besoin de quelqu'un qui aille à mon rythme, avec peut-être ma façon de faire ou pas, mais qui sache aussi me dire « Je suis là, lâche l'affaire ». Et ma première réaction, ça va être de dire non. Mais en fait, j'en ai besoin. Tu vois, c'est hyper paradoxal. Ouais, mais je comprends. Je vais te dire un truc, je comprends extrêmement bien. Parce que c'est des situations que moi aussi je peux rencontrer dans ma vie personnelle où de dire non, mais je m'en occupe. Non, mais je m'en occupe. Va faire autre chose. Si tu veux dépenser ton énergie alors que tu pourrais la sauvegarder, ça te regarde. Par contre, ça, je m'en occupe. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu tranchant, tu vois. Et c'est pas facile parce que, franchement, ça coûte de l'énergie, tu vois, aussi d'être dans ces postures-là, de dire, bien sûr. Voilà, on va se mettre en zone de conflit, en zone de tension au moins, tu vois. Alors puis qu'à la base, tu viens quand même. Alors, je vais pas utiliser le mot aider, mais tu viens prendre ta part, quoi. Ouais, et puis ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, la personne, elle est en train de te dire non, alors qu'en fait, son besoin, c'est oui. Oui. Donc, tu vois, et moi, ça, il me l'a dit aussi. C'est quand on a eu cette profonde discussion-là, quand on a fait la BD, il m'a dit, mais comment tu veux que je te comprenne? Parce qu'il m'a dit, c'est là ce que tu es en train de me dire, on parlait de ça précisément. Il dit, tu te rends compte que c'est pas tordu, pas dans le sens méchant, il me dit, c'est tordu parce qu'en gros, faut que j'aille contre ce que tu me dis. Il me dit, mais t'as un fort caractère en plus, enfin, j'étais assez sûre de moi dans ma parentalité. Donc là, faut que je m'impose, mais toi, tu me dis non. Enfin, on rentre dans un... Faut forcer, quoi. Donc je comprends, c'est compliqué. Et il faut pas respecter nos consentements. Et oui, c'est ça. Je pense que là, Non, de dire, en fait, aussi. je te connais... Et c'est horrible de dire ça, mais je te connais suffisamment bien pour savoir que tu me dis ça, mais que t'as besoin, quand même. C'est une zone grise, quoi. Par amour, je dois être là. Et toi, t'es là, tu le repousses, tu vois. C'est une vraie zone grise, ça, je trouve, tu vois. Ouais. Je suis très tranché, moi, sur le consentement, hein. Que ce soit avec les enfants, avec les femmes, enfin, avec tout le monde. Mais c'est vrai que dans des constructions comme ça de couple, notamment de couple, c'est vrai qu'il y a des zones grises comme ça où on connaît bien l'autre et on sait que l'autre, des fois, il a besoin de lâcher et que pour lâcher, mais des fois, il faut un peu le pousser à lâcher, tu vois. Ouais. C'est tout con. Tu vois, j'ai donné des exemples tout bêtes. C'est la différence entre offrir à sa compagne un truc pour un massage, tu vois, qu'elle a plus qu'à réserver, et lui dire le massage est réservé, tu y vas tel jour à telle heure. Ouais, parce qu'on n'ira jamais au massage. Exactement. Tu connais le délire. Hein. On va jamais le faire. Tu vois, c'est ça. Et c'est toute la différence. Et c'est exactement ça, tu vois, c'est le truc de dire, et par rapport à ma façon d'être, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise stop, tu t'assois, je le fais. Et moi, je vais me débattre un peu, non, je le fais. Et là, en fait, il faut un temps pour dire ah bon, bah c'est pas si terrible en fait. Ok, allons-y. Et peut-être même après apprécier. Mais ça demande de faire du forcing et d'aller peut-être au-delà du consentement. J'ai une dernière question à te poser quand même sur ta BD, Cécilia. Qu'est-ce que t'aimerais... Alors moi, personnellement d'abord, je la recommande beaucoup à toutes les mères et à toutes les mères en devenir. Je pense que c'est important. Moi, je pense vraiment que c'est un cadeau à faire aux personnes qui ont un projet de bébé. Ouais. Je me posais la question, tu vois. Pense vraiment, elle fait pas peur? Je pense, non. Disons plutôt qu'elle remet les choses à leur place pour moi. Okay. Je pense que c'est un cadeau. Je pense que tu vois que ça sera beaucoup plus facile de l'accueillir en tant que maman, pour une personne qui va être maman, que pour une personne qui est dans l'état de Maddy, par exemple. Tu vois. Ouais, ça peut être grave, tu vois. Ça fait ça peut être dur. Je pense aussi très sincèrement que ça peut être aussi, ça peut faire du bien à des mères qui commencent à aller mieux, tu vois, sur un état, qui ont reconnu cet état et qui commencent à aller mieux.
ou à des jeunes, ou franchement à des jeunes mères quoi, qui commencent, ou qui vont être mères. Je pense aussi très sincèrement que c'est quelque chose à partager avec les pères, les coparents. Faut comprendre ce qui se passe. Moi, je la trouve... c'est con de dire ça, mais je la trouve très complémentaire avec mon livre. mais Tu vois. mais je suis tout à fait d'accord. Et, Non, c'est pas con du tout, c'est hyper intéressant. Et voilà, si tu devais, toi, synthétiser en quelques mots, en 2-3 phrases, le message que tu veux passer aux mères, en tout cas, on va spécifier sur les mères, avec cette BD. Vous êtes des super mamans. Vraiment, c'était la volonté de cette BD. Vous êtes des super mamans et à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, ben, le reste, c'est pas très important. Et peut-être faudra le mettre avant. Mais dans ce que tu disais, le fait de la transmettre, c'était vraiment une volonté pour moi que ça soit un support. Tu vois, que ça... Genre, ah, regarde cette scène, ça te parle? Et je voulais vraiment que ça puisse ouvrir le dialogue, en fait. Après, chacun l'apprend comme il veut, mais ouvrir le dialogue avec les personnes qui comprennent pas ou qui soient les proches, amener du réconfort aux personnes qui le vivent, c'était vraiment la volonté de... Donc je lui souhaite de finir dans les toilettes de plein de gens, parce qu'on sait que c'est là que les messages passent le mieux. Ouais. Merci beaucoup, Cécilia, Merci pour cette à toi. BD et pour ce moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.